Bonjour, je m'appelle Julie Artis, je suis Chief Happiness Officer et facilitatrice en bien-être au travail. J'ai lancé ce podcast dans le seul et unique but de vous aider à devenir acteur du bien-être au travail. Au travers des épisodes, je vous partage ma vision, des conseils pratiques, des expériences pour vivre le travail de façon plus positive. Je vous emmène aussi à la rencontre de personnes qui ont décidé de faire du bien-être au travail leur mission au quotidien. Elles vous partageront leurs clés pour créer un monde du travail plus humain. Enfin, Génération CHO, c'est aussi un podcast qui vous permettra de découvrir le passionnant métier qu'est celui de Chief Happiness Officer, bien loin des clichés du bonheur au travail que l'on voit souvent dans les médias. Génération CHO, c'est un podcast que je publie tous les mardis et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode sur mon site julieartis.com. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Et si vous venez juste de me rejoindre, alors bienvenue! Je vous invite à écouter l'épisode 0 où je me présente un peu plus en détail. Dans ce podcast, mon but est vraiment de vous donner de l'énergie et vous inspirer à passer à l'action. Alors, prêt à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail ? Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Génération CHO. Aujourd'hui, je suis ravie de vous proposer un épisode avec des acteurs très engagés dans le monde de la qualité de vie au travail. Il s'agit de l'entreprise Moodwork. Alors, Moodwork, ça a été fondé par Léopold Denis et Benjamin Brion. Et c'est une solution digitale pour le bien-être au travail qui se base sur des recherches scientifiques en psychologie positive et neurosciences notamment. D'ailleurs, Moodwork possède son propre comité scientifique, on en parlera, qui approuve l'ensemble des solutions qui sont mises à disposition des collaborateurs. Et donc, Moodwork propose une plateforme web et mobile qui permet de rendre les salariés acteurs de leur qualité de vie au travail. Alors, avant toute chose, je tiens à préciser qu'il n'y a aucune intention commerciale ou marketing en vous parlant de Moodwork sur ce podcast aujourd'hui. Cet épisode n'est pas sponsorisé, donc c'est important de le préciser. Moodwork, c'est un acteur que je suis à titre personnel depuis très longtemps et je vous invite d'ailleurs à écouter l'épisode numéro 20 que j'avais fait en mars 2019, il y a tout pile 3 ans avec un de ses cofondateurs, donc Léopold Denis. Et nous avons même collaboré avec Moodwork sur certains sujets, certains projets QVT ensemble. Et donc, il me tenait à cœur de donner la parole aujourd'hui dans ce podcast à Moodwork, car au-delà de leurs solutions et d'un postulat que je partage à 100%, qui est de redonner le pouvoir aux personnes pour agir sur la QVT, ils font un travail de fond sur le sujet de la qualité de vie au travail que je trouve fantastique et qui méritait d'être mis en avant. Alors, pour rappel, Moodwork, par exemple, a publié une étude en 2020 qui s'intitule « Au-delà du collectif, l'individu au cœur de la QVT » que je vous invite à lire. Toutes ces études sont à retrouver sur leur site internet. En 2020, il y a eu le livre blanc QVT « Comment en faire un vecteur d'engagement ». Et puis, tout récemment, Moodwork a publié l'étude « Se sentir acteur de sa qualité de vie au travail en 2022 », quel effet sur le bien-être. Et donc, on va parler de tout ça et notamment du sentiment d'auto-efficacité. Peut-être dernière petite parenthèse sur l'actu récente de Moodwork. My Happy Job, le webzine bien connu du bien-être au travail avec Fabienne Brocaré, a rejoint l'aventure Moodwork aussi pour renforcer les actions et les engagements en faveur de la qualité de vie au travail. Donc, je suis vraiment très heureuse aujourd'hui de pouvoir accueillir Moodwork sur ce podcast. Et donc, la représentante de Moodwork, c'est Margot Gélin. Bonjour Margot. Bonjour, ravi d'être là. Oui, alors je suis très contente aussi de t'accueillir sur cet épisode. Alors Margot, chez Moodwork, tu fais partie du centre de recherche qui œuvre à réaliser des études dans le domaine de la psychologie du travail. Toi, tu es docteur en psychologie cognitive et spécialisée dans les processus émotionnels et l'apprentissage. Dis-moi si je ne dis pas trop de bêtises. Oui, c'est ça. Et donc, tu as contribué à cette étude que j'évoquais, se sentir acteur de sa qualité de vie au travail, quel effet sur le bien-être et notamment sur cette approche du sentiment d'auto-efficacité. On va parler de tout ça ensemble. Est-ce que peut-être, d'abord, pour lancer cet échange ensemble, Margot, tu pourrais peut-être nous dire personnellement, qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de travailler dans le domaine de la qualité de vie au travail, de t'investir sur ce sujet ? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de travailler dans la qualité de vie au travail ? Je pense que ça a été un petit peu une rencontre avec ce milieu-là. Donc, comme tu l'as dit, moi, je suis docteur en psychologie cognitive. Donc, j'ai fait ma thèse plutôt sur tout ce qui est processus d'apprentissage puisque j'ai travaillé sur la mémoire. Donc, rien à voir a priori sur la qualité de vie au travail, mais par contre, tout à voir avec une conviction intime que j'ai, qui est que en donnant des connaissances aux gens,
en les aidant à mieux se connaître, à mieux se comprendre, à comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils apprennent, comment marche leur cerveau, eh bien, on leur donne des clés pour agir et finalement agir dans toutes les sphères de leur vie. Et donc, du coup, eh bien, quand je suis rentrée sur le marché du travail, j'ai découvert Moodwork qui cherchait un ou une responsable du pôle recherche. Et donc, du coup, eh bien, je me suis intéressée d'un petit peu plus près à la qualité de vie au travail. Et je me suis dit que tout ce que j'avais pu faire dans mon cursus pouvait aussi être valorisé dans ce domaine-là. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à travailler chez Moodwork en 2019. Les fondateurs que je citais au début, Léopold Denis et Benjamin Brignon, ont fait un constat, c'est que toutes les théories en termes de qualité de vie au travail, elles montrent qu'il y a vraiment cette responsabilité partagée entre l'organisation qui doit agir sur les facteurs organisationnels et puis l'individu qui doit aussi agir sur ces facteurs individuels et donc agir sur sa propre qualité de vie au travail. Mais on se rend compte que voilà, souvent, quand on parle de qualité de vie au travail, on s'attache surtout à la dimension collective. Et aujourd'hui, on se rend compte que les collaborateurs, ils peuvent aussi devenir acteurs de leur propre qualité de vie au travail, mais pour ce faire, ils ont besoin d'être outillés, déjà d'en avoir conscience et puis aussi d'avoir les bons leviers pour agir sur leur qualité de vie au travail. Comment vous êtes arrivé à ce constat-là et qu'est-ce qui vous a donné envie justement de proposer peut-être des outils qui permettent aux collaborateurs d'agir davantage sur leur QVT? C'est exactement ce que tu expliques là. C'est vraiment, dans un premier temps, cette prise de conscience d'une co-responsabilité. Quand on parle de qualité de vie au travail, tu l'as bien dit, on va parler de deux types de facteurs qui vont venir impacter le bien-être des salariés. Il va y avoir des facteurs organisationnels et des facteurs individuels. Dans chaque élément qui peuvent être négatifs pour une situation professionnelle, eh bien, on va se rendre compte qu'il y a vraiment des choses individuelles et des choses organisationnelles qui vont être imbriquées. Si je dois donner un seul exemple qui, je trouve, est assez parlant, ça va être la charge de travail. La charge de travail, qu'est-ce qui va venir jouer sur votre charge de travail? Il va évidemment y avoir les tâches qui vont vous être confiées, le nombre de personnes qui vont pouvoir travailler avec vous sur les projets, les délais qu'il va falloir respecter. Tout ça, c'est clairement des facteurs organisationnels. Mais la manière dont vous allez vivre votre charge de travail, savoir si ça va être quelque chose qui va être un facteur de mal-être ou de bien-être pour vous, ça va aussi être modéré par votre capacité à vous organiser, votre capacité à collaborer, votre capacité à aller demander de l'aide si vous en avez besoin, votre capacité à gérer votre stress, vos émotions. Et là, on voit bien qu'on est dans des facteurs individuels. Et c'est là qu'on voit que finalement, dans la qualité de vie au travail, le salarié, il n'est pas passif. Il ne subit pas des choses qui lui arrivent et il a lui aussi la possibilité d'agir. Et j'irai même encore plus loin parce qu'en fait, oui, il peut agir sur les facteurs individuels. C'est la première chose à laquelle on pense quand on pense devenir acteur de sa qualité de vie au travail. Mais devenir acteur de sa qualité de vie au travail, c'est évidemment pas porter tout seul la responsabilité de ce qui nous arrive. Le message de Moodwork, c'est absolument pas de dire on déresponsabilise les organisations et c'est le salarié qui doit prendre en main les choses. Pas du tout. C'est vraiment de dire que plus on va outiller les salariés et plus aussi ils vont être des acteurs importants qui vont pouvoir faire remonter de l'information aux organisations. Parce que quand on parle de facteurs organisationnels, il n'y a rien qui peut être fait si les actions qui vont être menées d'un point de vue organisationnel ne s'appuient pas sur une réalité de terrain. Et cette réalité de terrain, elle vient forcément du collaborateur et de sa manière de vivre les choses, en fait. Donc, un collaborateur qui est acteur de sa qualité de vie au travail, c'est non seulement quelqu'un qui va agir sur ses facteurs individuels, mais c'est aussi quelqu'un qui va être force de proposition pour faire évoluer les facteurs organisationnels. C'est super intéressant. Et c'est vrai que cette notion de responsabilité partagée, elle est souvent oubliée. Il y a beaucoup de collaborateurs qui pensent que c'est à l'entreprise de mettre en place toutes les choses pour que chacun puisse se sentir bien. Et parfois, l'entreprise au niveau organisationnel a tendance à penser que le salarié, il ne doit pas aussi rester passif. Donc, finalement, c'est redonner le pouvoir à tous les acteurs de l'organisation, quelle que soit la strate qu'il a dans l'organisation. Oui, c'est exactement ça. Et alors moi, j'adorerais, dans un monde idéal, tu sais, on aurait une baguette magique et puis on pourrait dire, ben voilà, ça c'est la recette magique de la qualité de vie au travail. Et on dirait aux organisations, vous faites ça et si vous faites ça, tous vos salariés iront bien. Malheureusement, on sait que ça n'existe pas et en fait, c'est très bien que ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Tout simplement parce qu'on est tous différents. Ouais. Et qu'une même situation ne va pas du tout être vécue de la même manière par tous les collaborateurs. Et à partir du moment où on prend conscience de ça et où on accepte le fait que chacun va vivre les choses différemment, et bien du coup, on se dit que c'est simplement en outillant les personnes pour que chacun puisse gérer aussi les situations
à son niveau qu'on permettra à tout le monde d'aller mieux et donc aux collaborations de mieux se faire et finalement au collectif de gagner en valeur et du coup à l'entreprise de gagner aussi en performance. C'est super intéressant. Alors, les personnes, déjà, elles ont besoin de prendre conscience, je pense qu'elles peuvent être acteurs. Il y a beaucoup de collaborateurs qui pensent encore qu'ils n'ont pas d'autre choix que de subir un quotidien professionnel qui leur est souvent imposé. Donc, il y a peut-être aussi une prise de conscience à faire dans ce sens en disant aux gens, si, vous pouvez reprendre le pouvoir, vous pouvez ne pas rester passif face à ce que vous vivez. Et puis, ce que tu évoquais est intéressant sur la dimension très subjective aussi, la qualité de vie au travail, ma façon de vivre mon travail sera pas du tout la même que la tienne et du coup effectivement c'est compliqué aujourd'hui de dire il y a une recette magique pour que tout le monde se sente bien. Alors tu parlais d'outiller les personnes. Aujourd'hui vous accompagnez un peu plus de 100 000 salariés dans plus de 60 entreprises. La plateforme elle est en pleine croissance. Je crois que vous travaillez avec des PME comme des grandes entreprises dans différents secteurs. En interne dans l'entreprise, qui c'est qui fait appel à vous? Est-ce qu'il y a des besoins particuliers des organisations que vous avez identifiés et qui du coup vous sollicitent et du coup qu'est-ce que vous proposez en retour? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la plateforme? Alors, quand tu parles des besoins, chez nos clients, qui sont nos interlocuteurs privilégiés? Oui. Alors, c'est souvent les RH. Nos interlocuteurs sont souvent des RH. Alors, pas exclusivement. On va travailler aussi parfois avec des responsables QVT. Mais en général, c'est très souvent, ça tourne dans le milieu des RH et nos interlocuteurs privilégiés. Après, c'est pas forcément uniquement vis-à-vis de ce qui va nous être remonté par les RH qu'on va faire évoluer la plateforme parce que nous, ce qu'on veut, c'est surtout que cette plateforme, elle réponde aux besoins des utilisateurs. Et donc, du coup, on a tout un travail du quotidien qui va de réussir à faire concorder les besoins clients, donc le besoin des RH et le besoin de nos utilisateurs qui sont des salariés, des collaborateurs. Et malheureusement, parfois, il y a un petit peu des contradictions entre ce que les RH pensent qu'il faut pour leurs collaborateurs et ce que les collaborateurs disent qu'il leur faut. Oui, il y a souvent un écart de réalité, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Et donc voilà, le travail, c'est de réussir à réaligner tout ça. Et puis, on a aussi énormément d'aide là-dessus grâce à la recherche. En fait, c'est vrai qu'on a l'impression, quand on parle de qualité de vie au travail, on a l'impression que c'est quelque chose dont on entend parler depuis très, très récemment. Mais en fait, la recherche en psychologie s'intéresse à ça depuis des années. Il y a des recherches qui datent des années 50 qui parlaient déjà de qualité de vie au travail. Donc, du coup, on a énormément d'informations issues de la recherche qui nous permettent aussi de savoir un petit peu ce qu'il est possible de proposer et sur quel levier il est important de jouer en priorité. Enfin, pour ne donner qu'un seul exemple qui paraît d'une évidence folle, mais la reconnaissance, on connaît les effets bénéfiques de la reconnaissance depuis des années et des années. C'est des choses qui sont très, très étayées d'un point de vue scientifique. Et pourtant, on sait qu'encore aujourd'hui, il y a des soucis de reconnaissance dans les entreprises. C'est normal, c'est pas parce qu'on a les connaissances que c'est toujours facile de le mettre en place concrètement dans le quotidien. Et donc, du coup, notre travail, c'est ça, c'est d'essayer de transmettre ces connaissances le mieux possible en les vulgarisant, en les transformant parfois aussi en outils concrets que les personnes vont pouvoir s'approprier et appliquer, même si ça, c'est toujours quelque chose d'un petit peu difficile, je trouve, parce que, encore une fois, certains outils vont parler à certaines personnes et beaucoup moins à d'autres. Et je pense que c'est aussi une des forces qu'on a sur Moodwork, c'est le fait d'avoir cet accompagnement psychologique au quotidien. Moodwork, c'est vraiment l'idée de se dire que chaque collaborateur a un psychologue dans sa poche qui peut le contacter via le chat ou via un rendez-vous pour pouvoir avoir un suivi très individualisé, parce que c'est ça aussi, remettre le salarié au cœur de la qualité de vie au travail, c'est accepter le fait que c'est un individu unique qui a des besoins qui peuvent être différents de ceux de son voisin, c'est ce qu'on disait il y a un instant. Et donc, on va pouvoir lui proposer vraiment des choses adaptées à sa situation et pas que des outils un petit peu génériques qui peuvent être très efficaces, mais qui parfois peuvent s'avérer un petit peu moins utiles pour une personne dans une situation particulière. Alors, pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien, aient une idée en tout cas de à quoi ressemble la plateforme Moodwork. Donc, c'est une plateforme web et mobile qui propose des parcours plus ou moins personnalisés, c'est ça, en fonction des besoins des collaborateurs pour leur permettre justement d'éveiller leur conscience, j'ai envie de dire, sur tous les outils, les leviers qu'ils ont à leur disposition pour améliorer leur qualité de vie au travail, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, on propose de passer ce qu'on appelle, nous, le bilan de bien-être. Donc, c'est
un questionnaire d'auto-évaluation qui va déjà permettre de faire un état des lieux sur sa situation. Je dirais que c'est la première étape d'ailleurs pour prendre en main sa qualité de vie au travail, c'est de prendre conscience de ce qui se passe. Voilà, quels sont mes facteurs de risque et mes facteurs de protection dans mes situations de travail. Alors, on parlait de la charge de travail, ça fait partie de quelque chose qui peut être un facteur de risque quand elle est trop élevée ou au contraire pas assez. Et il y a tout un tas d'autres choses qui peuvent constituer des facteurs de risque ou des facteurs de protection parce que bien avoir une équipe soutenante, avoir un manager reconnaissant, tout ça, ça va être des facteurs de protection. Et donc, l'idée, c'est d'essayer déjà de faire un petit peu le bilan. Qu'est-ce qui se passe dans ma situation? Où sont mes forces et où sont les choses qui constituent un petit peu plus des faiblesses? Puis, une fois qu'on a identifié tout ça, eh bien, on va proposer des outils pour agir là-dessus. Alors, soit en toute autonomie, donc avec des fiches conseils, des conférences, des programmes de e-learning, soit de manière beaucoup plus individualisée avec des suivis psychologiques. Et alors, à ce jour, est-ce que vous avez des retours des collaborateurs, j'imagine, qui ont vraiment pu progresser sur leur bien-être au travail? Oui, on a des feedbacks assez sympas des utilisateurs. Alors après, je reste toujours méfiante. Est-ce que les gens qui seraient absolument mécontents nous diraient, je ne sais pas, mais en tout cas, toutes les personnes qui nous font des retours sont plutôt ravies. On a des bons retours de nos utilisateurs. Alors, rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Je voulais qu'on évoque du coup l'étude que vous avez récemment publiée, Se sentir acteur de sa qualité de vie au travail, quel effet sur le bien-être, où du coup, c'est une étude qui a été réalisée par Clément Poirier, qui est aussi au comité scientifique chez Moonwork avec toi et également en partenariat avec le cabinet Psycho. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette étude et notamment de cette notion d'auto-efficacité qui me paraît particulièrement intéressante et qui finalement met le curseur sur on est tous plus ou moins capables finalement d'agir sur sa qualité de vie au travail? Oui. Alors en fait, cette étude, finalement, c'est le tome 2. Tu évoquais aussi du premier livre qu'on a sorti qui était L'individu au cœur de la QVT. Donc, c'était le tome 1 qui parlait déjà de ce sentiment d'auto-efficacité, mais on avait décidé d'étudier le sentiment d'auto-efficacité de manière un peu générale. Alors, avant de rentrer dans le détail, je vais peut-être définir ce que c'est que ce fameux sentiment d'auto-efficacité. On en entend aussi parler sous la terminologie de sentiment d'efficacité personnelle. C'est finalement votre capacité d'agir, mais alors pas concrètement. Donc, ce n'est pas du tout une mesure des compétences. C'est simplement à quel point vous vous sentez capable d'agir dans une situation donnée. À quel point vous vous sentez suffisamment armé, outillé pour faire face à une situation difficile. Et ce qui est très intéressant dans ce concept-là, c'est que peu importe les compétences réelles que vous avez, le simple fait de se sentir capable d'agir, ça va déjà avoir un effet énorme. Pour donner un exemple là-dessus, je peux très bien me dire, j'ai jamais sauté en parachute, mais si j'ai un bon instructeur et si j'ai confiance dans le parachute qu'on va me donner, je me sens capable de sauter. Et pour autant, je ne l'ai jamais fait, je n'ai pas forcément les compétences. Donc c'est vraiment ça le sentiment d'auto-efficacité, c'est de se dire, face à une difficulté, est-ce que je me sens capable de le faire ? Peu importe les compétences réelles que j'ai derrière, parce que, encore une fois, ce sentiment, il peut être lié au fait de savoir, je sais que j'ai des personnes sur qui je peux me reposer, je sais que j'ai des outils sur lesquels je sais que je peux me reposer. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va uniquement dépendre de nous. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la confiance et de l'estime de soi aussi. Exactement, c'est très lié à l'estime de soi. C'est d'ailleurs ce qu'on avait montré dans le tome 1. Dans le tome 1, on avait montré à quel point c'était lié avec l'estime de soi. Et dans le tome 2, on s'est dit, alors c'est super de travailler sur le sentiment d'auto-efficacité générale, il y a énormément de recherches là-dessus, qui montrent à quel point plus on va se sentir efficace pour gérer nos difficultés et plus ça va améliorer notre bien-être. Et on s'est dit, les chercheurs qui travaillent sur ce sujet-là créent aussi des échelles de mesure du sentiment d'auto-efficacité dans des domaines particuliers. Donc, il existe par exemple l'auto-efficacité dans le milieu scolaire, l'auto-efficacité dans le milieu professionnel. Et on s'est dit, il n'existe pas encore d'échelle pour mesurer le sentiment d'auto-efficacité en matière de QVT. Est-ce que le fait de se sentir capable d'agir sur sa propre QVT, ça améliore le bien-être? Et donc, c'était ça l'objectif de cette étude, c'était déjà de créer la première échelle de mesure du sentiment d'auto-efficacité en matière de QVT, et ensuite de regarder quel était l'impact de ce sentiment d'être capable d'agir sur le bien-être.
Mmh. Alors, juste petite parenthèse que j'ouvre, quand on parle de sentiment d'efficacité, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas du coup être plus efficace dans son travail et plus performant, hein, c'est vraiment l'efficacité en termes d'action, de se sentir acteur pour agir sur sa QVT, hein, c'est ça? Oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment se sentir capable d'agir. Est-ce que Mmh. si j'ai une difficulté, je me sens capable d'agir? Mmh. Et Alors, encore une fois, moi seule ou avec d'autres personnes. Enfin, c'est pas du tout quelque chose qui est forcément centré sur moi et mes compétences. est-ce qu'il y a tu parlais de recettes magiques tout à l'heure, est-ce qu'il y a des clés, des recettes pour développer justement ce sentiment d'auto-efficacité? Tout à fait. Donc, le chercheur vraiment clé, hein, qui a travaillé sur cette notion, il s'appelle Albert Bandura. Vous pouvez, aller chercher un petit peu, ce qu'il a fait. Il y a des trucs super intéressants, mais il a, particulièrement développé 4 moyens de nourrir le sentiment d'auto-efficacité. La première chose, c'est, de faire ce qu'on appelle des expériences de maîtrise. À chaque fois qu'on va réussir quelque chose, ça va forcément venir nourrir notre, sentiment d'auto-efficacité. Donc l'idée, c'est vraiment de savoir un petit peu se focaliser sur nos réussites et de décortiquer un petit peu nos réussites pour venir nourrir cette confiance en nous et le fait de se dire, si ça devait se reproduire, je serais de nouveau capable de réussir à gérer la situation parce que je l'ai déjà fait une première fois. Ça me fait beaucoup penser à l'approche de la démarche appréciative qui est alors je ne sais pas du coup si c'est lié, mais qui justement, demande d'être focalisé davantage sur, toutes ces choses par le passé qu'on a réussi et qu'on a Mmh. fait bien pour, du coup les mutualiser cette énergie et les ingrédients qui nous ont permis de réussir ces choses passées pour des choses pour l'avenir. Exactement. Ouais, du coup, ouais, ça ressemble effectivement à ça. Et l'idée, c'est aussi de se dire après, j'ai réussi ça, ça se rapproche de ce que je dois faire et donc Mmh. du coup, voilà, je capitalise sur ce que, j'ai déjà réussi une première fois et je le détourne pour réussir, sur cette chose qui est un petit peu différente. OK. L'autre chose qui peut nous permettre d'augmenter notre sentiment d'auto-efficacité, c'est ce qu'on appelle les expériences vicariantes. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, encore plus fort parce que c'est simplement le fait d'observer quelqu'un d'autre en train de réussir. Et à partir du moment où, quand on se compare à cette autre personne, on se dit, en fait, cette autre personne est comme moi, eh bien, ça veut dire que nous aussi, on peut réussir dans cette même situation. C'est le fait de se nourrir des réussites des autres. C'est Heu, intéressant. L'idée, c'est de se dire, si votre collègue a réussi, il n'y a aucune raison que vous ne réussissiez pas. Mmh. Si l'autre l'a fait, moi aussi je peux le faire Moi en aussi, je fait, peux le c'est faire. ouais, Ouais. OK. Ouais, c'est intéressant. Les autres vont avoir, plein d'autres manières de venir jouer sur votre sentiment d'auto-efficacité. J'en ai, brièvement parlé, mais avec, tout ce qui est de l'ordre de la reconnaissance. Les encouragements, les retours positifs que vous allez pouvoir recevoir, ça aussi, ça vient évidemment nourrir votre sentiment d'auto-efficacité. Alors, c'est un petit peu plus difficile parce que on peut peut-être avoir l'impression qu'on est un petit peu moins, maître sur la reconnaissance qu'on reçoit, même si on est en droit d'aller demander de la reconnaissance et de demander du feedback et du retour sur ce qu'on fait pour nourrir son sentiment d'auto-efficacité, mais ça peut parfois être un petit peu plus difficile. Donc ça veut dire qu'il y a des ressources à développer à la fois de façon individuelle, mais il y a aussi une prise de conscience, des managers, par exemple, à avoir sur ce sujet pour, développer une culture qui favorise davantage ce sentiment d'auto-efficacité? Complètement, et ça fait partie des résultats ultra intéressants qu'on a dans cette étude, c'est qu'on montre à quel point, le manager a un rôle essentiel à jouer dans le sentiment d'auto-efficacité. On a notamment montré, que plus, les managers vont utiliser des méthodologies de ce qu'on appelle le management transformationnel, et plus ça va avoir un impact positif sur le sentiment d'auto-efficacité. Et le manager transformationnel, c'est effectivement un manager qui, va être énormément dans le feedback et dans la reconnaissance. Mmh. Hyper intéressant. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment plein de leviers, sur lesquels on peut agir, et à un moment donné dans l'étude, vous évoquez aussi, la stratégie de coping qui est une stratégie de gestion du Mmh. stress et qui montre que Ouais. finalement, si on réussit aussi à maîtriser son stress, on développe ce sentiment d'auto-efficacité? Alors oui, en fait, en tout cas, c'était une hypothèse très forte qu'on avait parce Mmh. que, il y a des liens très forts entre le sentiment d'auto-efficacité générale et les stratégies de coping. Alors attention, pas toutes les stratégies de coping, Est-ce que tu dans peux nous définir ce que c'est ouais, les stratégies de coping? pas de souci. Les stratégies de coping, c'est les stratégies qu'on met en place pour gérer son stress. Le stress, c'est vraiment un moment de déséquilibre de notre organisme. Dans une situation, très rapidement, mon cerveau va être capable d'analyser, les difficultés et les ressources que je vais avoir pour faire face à ces difficultés. Si j'estime que j'ai les ressources suffisantes pour faire face à la difficulté, je ne vais pas ressentir de stress. Si j'estime que les difficultés sont supérieures aux ressources que j'ai pour
gérer la difficulté, je vais ressentir du stress. Et donc, du coup, je vais mettre en place des stratégies qui vont avoir pour objectif soit de venir augmenter mes ressources, soit qui vont avoir pour objectif de diminuer la difficulté. Le but, c'est de rétablir un petit peu ma balance et donc de ressentir moins de stress. Et donc, finalement, on va avoir différentes stratégies de coping, différentes stratégies de régulation du stress pour venir rééquilibrer notre balance. Parmi ces stratégies, il va y avoir des stratégies centrées sur le problème. Donc, je vais aller jouer sur ces difficultés que je rencontre, comment est-ce que je peux réussir à venir les gérer. Et ces stratégies-là, qui vont être centrées sur le problème, sont très liées au sentiment d'auto-efficacité. Ouais, c'est super intéressant. Donc, c'est en fait... Pardon, c'est juste en fait en face de chaque problème, au lieu d'être tourné problème, je suis orientée solution en fait. Exactement, ouais, c'est tout à fait ça. Donc, on s'attendait à ce que ce soit pareil pour le sentiment d'auto-efficacité en matière de QVT et les résultats sont moins flagrants que pour le sentiment d'auto-efficacité générale. Nos liens sont beaucoup moins forts. C'est ce qu'on explique aussi dans le livre en disant que voilà, ça semble moins évident. Alors, on n'a pas de réponse. Voilà, on a plusieurs hypothèses pour expliquer ça. On n'a pas de réponse. En tout cas, ça nous donne envie de continuer à creuser sur ce sujet et de faire d'autres études pour comprendre un petit peu plus pourquoi le lien n'est pas si clair entre stratégie de coping et sentiment d'auto-efficacité en matière de QVT. Et alors, tu disais tout à l'heure que un des objectifs de l'étude, c'était de voir si oui ou non le sentiment d'auto-efficacité pouvait influencer notre bien-être au travail. Est-ce que vous avez trouvé la réponse? Est-ce que c'est oui ou c'est non? C'est oui. Oui, non, ça, par contre, il n'y a aucun doute, c'est oui. Ouais. Plus les personnes ont un sentiment d'auto-efficacité en matière de QVT élevé, plus ils se sentent capables d'agir sur leur propre QVT et plus ils expriment ressentir du bien-être au travail. Mais alors, est-ce que les collaborateurs ont conscience du rôle qu'ils ont eux-mêmes dans cette faculté, cette capacité à agir et à améliorer leur qualité de vie au travail? Eh bien, c'est toute la question. Je n'en suis pas si sûre. Je n'en suis pas si sûre. Donc, en fait, il faudrait vraiment il y a cette démocratisation, cette vulgarisation encore à faire pour leur redonner le pouvoir et leur montrer qu'ils peuvent agir sur ce rôle-là. Complètement. Est-ce qu'il y a d'autres études qui sont prévues pour continuer à creuser ce sujet-là? Alors, oui, mais il y a aussi d'autres études, pas sur ce sujet, qui pour le moment nous occupent beaucoup. Ouais. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'elles vont arriver, les études sur ce sujet. Mais oui, on aimerait plutôt aller pour la suite dans une recherche, ce qu'on appelle une recherche-action. C'est-à-dire que là, on est très théorique dans cette étude-là. Et maintenant, on aimerait pouvoir voir concrètement quelles actions on peut mettre en place pour augmenter sur le terrain le sentiment d'auto-efficacité. Ce serait l'étape suivante. Réussir à aller l'observer dans la réalité et pas juste à travers des questionnaires. Bon, à suivre donc. Et en parlant d'études, j'aimerais qu'on évoque aussi un petit peu celle que vous avez faite sur donc, alors je sais pas si c'est une étude ou plutôt un livre blanc sur le responsable qualité de vie au travail. Ah oui, c'était une enquête, effectivement. C'était une enquête. Une enquête, oui. Et donc, comme tu le sais, le podcast s'appelle Génération CHO pour l'acronyme Chief Happiness Officer. En parlant toutes les deux en off tout à l'heure, on évoquait la différence entre CHO et responsable QVT. Donc, je te partageais en tout cas mon opinion qui fait que peu importe finalement derrière la terminologie, l'intention est le plus important et qu'il est essentiel dans les organisations, de mon point de vue, d'avoir une personne qui s'occupe d'impulser cette dynamique qualité de vie au travail. Du coup, c'est quoi un peu votre vision chez Moodwork de ce fameux responsable qualité de vie au travail, référent QVT, bien-être, peu importe comment on l'appelle? Pour nous, c'est quelqu'un d'essentiel parce que c'est celui qui va faire vivre en fait la qualité de vie au travail. Et il faut vraiment toujours garder en tête que la qualité de vie au travail, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui va évoluer. On le disait tout à l'heure, il n'y a pas de recette magique qui va faire que hop, on met ça en place une fois et puis tout le monde va bien pour toujours dans l'entreprise. Donc, si on n'a pas quelqu'un, un référent qui est un petit peu le garant pour regarder comment ça se passe, qui va avoir un œil extérieur sur tout ça et qui va faire vivre tous les projets QVT, eh bien, c'est compliqué. C'est même impossible, je pense, de mettre en place des démarches qui sont pérennes parce que c'est forcément des démarches qui se mettent en place sur le long terme, en fait. Et il faut quelqu'un pour les suivre et pour les faire vivre.
les entreprises du coup que vous accompagnez sur toute cette notion de qualité de vie au travail. Alors, tu me parlais beaucoup des responsables RH, etc. Ce sont des personnes qui sont convaincues que la QVT est un sujet essentiel ou qui vous appellent parce que il y a eu l'identification de sources de mal-être, de climat social en interne qui était un peu problématique. C'est quoi un petit peu le niveau de conscience des entreprises que vous accompagnez? C'est un peu difficile parce que, alors, c'est des personnes qui sont quand même plutôt convaincues qu'il faut faire quelque chose pour la QVT. Mais c'est vraiment comme ça que c'est formulé. C'est il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a à mettre derrière ce quelque chose? C'est assez flou. Et en fait, c'est normal que ce soit flou. C'est flou pour les RH, c'est flou pour les responsables QVT, c'est flou pour les collaborateurs. Et c'est même parfois flou pour nous, que ce soit nous, Moodwork, nous, chercheurs, nous, psychologues. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier là, quand je te disais qu'on a d'autres projets qui nous occupent bien d'un point de vue recherche, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a énormément de termes qui fleurissent un peu de tous les côtés. Alors, on parle de qualité de vie au travail, on parle de bien-être, on parle de santé mentale, et on ne sait pas exactement ce qu'il faut mettre là derrière. Alors, on sent que c'est important, et de plus en plus, et la crise a mis un énorme coup d'accélérateur là-dessus, et on voit que c'est quelque chose où on se dit on peut pas ne rien faire, on ne peut plus fermer les yeux là-dessus. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça reste un petit peu compliqué. Et donc, du coup, nous, avec Moodwork, on arrive avec une vision de choses qui nous semblent importantes à faire, mais c'est loin d'être les seules choses à faire. Hein. Déjà, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a ce côté organisationnel et ce côté individuel. C'est génial d'outiller l'individu, mais si après, il n'évolue pas dans un milieu qui permet de mettre en pratique ce qu'il apprend, c'est compliqué. Là aussi, encore un énorme rôle d'ailleurs du CHO ou du responsable QVT, hein, c'est d'être un petit peu le garant du fait que un salarié qui va commencer à acquérir des compétences pour prendre en main sa qualité de vie au travail, qui va pouvoir le mettre en œuvre dans son quotidien professionnel. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Et j'ai l'impression que j'en ai perdu le fil de ma pensée. Mais voilà, mais tout ça pour dire que effectivement, nos interlocuteurs sont parfois un petit peu démunis sur concrètement qu'est-ce qu'il faut faire. Ils voient bien que c'est quelque chose d'important. Alors parfois, il y en a qui arrivent avec une demande ultra précise parce qu'il s'est passé quelque chose d'important dans l'entreprise. Donc ça va plutôt être du type on ne veut pas que ça se reproduise, ou on veut réussir à endiguer les choses ou à réparer un petit peu les pots cassés. Mais il y a de plus en plus cette demande de je sens que c'est quelque chose d'important, je voudrais faire quelque chose, mais je ne sais pas par quel bout le prendre. Oui, c'est vrai, comme tu le dis, on se perd un peu parfois dans tous les termes qui sont utilisés, à commencer par le CHE ou le responsable QVT. Et c'est vrai que parfois, on parle même de bonheur au travail. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, le sujet de la santé mentale est aussi un sujet, un enjeu de taille en 2022. Je sais que nous, on est dans ce domaine-là, et donc le jargon pour nous paraît plus ou moins évident. Je sais que parfois, quand je parle de mon métier, que je dis que je suis dans la qualité de vie au travail à des gens qui sont loin de ces sujets, ils ne comprennent même pas le terme, en fait. C'est marrant des fois, mais ils me regardent en me disant, mais la qualité de vie au travail, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est possible de travailler là-dedans? Enfin, il y a encore pas mal de vulgarisation à faire sur ce sujet. Ouais, c'est vrai. Et puis, comme tu l'as justement évoqué tout à l'heure, je pense que en tout cas ceux qui nous écoutent et qui ont envie de commencer à agir et qui ne savent pas trop par quel bout commencer, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est de commencer par faire un état des lieux et de prendre conscience de ce qui va bien et de se demander comment on peut l'améliorer, et de ce qui va un peu moins bien, comment on peut faire pour le transformer en quelque chose de plus positif. Je pense que c'est les premiers pas. Et puis de recueillir aussi les besoins des collaborateurs. Enfin, ça, c'est quelque chose qui est essentiel. D'ailleurs, en termes de qualité de vie au travail, ça ressemble à quoi la qualité de vie au travail chez Moodwork? Est-ce que vous avez un responsable QVT chez Moodwork? On n'a pas de responsable QVT. On a une petite entreprise encore, même si c'est une très mauvaise réponse que je suis en train de donner. Ça n'a rien à voir. On peut être une petite entreprise avec un responsable QVT. Non, on n'a pas de responsable QVT chez Moodwork. On a une armée de psychologues, par contre, qui sont disponibles évidemment pour nos utilisateurs, mais aussi pour nous en interne. Donc ça, c'est déjà top. On a un super CSE qui fait un super boulot, parce qu'on a la chance du coup d'avoir un CSE qui est bien au courant de ce que c'est que la qualité de vie au travail et à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Et puis après, sinon,
On est vachement sur la communication. On a la chance d'être des équipes qui sont très soudées et qui sont très à l'écoute les unes des autres. Donc, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup pour la qualité de vie au travail. Oui, et du coup, le CSE, d'ailleurs, parfois est bloquant dans les organisations pour les personnes qui veulent sensibiliser, enfin, en tout cas, lancer la dynamique sur ce sujet. Donc, avoir un CSE qui est plutôt garant aussi de porter la dynamique QVT, c'est important dans les organisations. Est-ce que tu aurais des conseils peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui auraient envie de s'engager davantage justement sur ce sujet de la QVT, qui souhaiteraient mettre en place des actions, même si on a déjà évoqué pas mal de choses. Oui, on a évoqué certaines petites choses, mais donc du coup, j'aurais un conseil assez général par rapport à tout ce qu'on a dit. On se rend bien compte qu'un des freins de la qualité du travail, c'est le fait que c'est un sujet qui est encore trop méconnu. Et donc, je pense que la première action à faire, c'est d'en parler autour de soi, beaucoup. C'est important d'en parler, c'est important de se renseigner et de se renseigner de différentes manières, que ce soit en écoutant des podcasts, en lisant des bouquins, des études sur le sujet. Il y a de plus en plus d'articles et plus on arrivera à diffuser la connaissance autour de tout ça, et plus on donnera des outils aux gens. Je le disais en introduction de ce podcast et en introduction de mon parcours, moi je suis vraiment issue du milieu de la psychologie cognitive et de l'apprentissage, et si j'ai vraiment une vraie conviction, c'est que plus les gens connaissent des choses et plus ils sont forts pour agir. Il y a beaucoup de sensibilisation aussi à faire auprès des dirigeants, parce qu'il y a beaucoup de salariés qui veulent œuvrer sur ce sujet-là, et des dirigeants qui freinent des cas de fer parce que peut-être l'idée que la QVT, ça peut coûter cher, alors que pas forcément. Non, pas forcément. Et puis, et la peur parfois d'ouvrir un peu la boîte de Pandore. Oui, absolument. On peut avoir peur. Parfois, on se dit, il y a certains sujets, tant qu'on n'en parle pas, c'est comme s'ils n'existaient pas. Oui. Et malheureusement, on se rend trop souvent compte que ce n'est pas le cas, parce que ces sujets-là, quand on n'en parle pas, ils prennent une ampleur de plus en plus dangereuse, et ça peut arriver à des situations catastrophiques, avec des personnes qui gardent les choses pour elles jusqu'à ne plus en pouvoir et craquer. Et je pense qu'il faut vraiment passer le message qu'il est jamais trop tard pour essayer de faire des choses. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile, et effectivement, de temps en temps, ça remue un petit peu des choses pas terribles, mais il est essentiel de remuer ces choses pour repartir sur de bonnes bases, plutôt que de se dire, si on ne le regarde pas, alors ça va disparaître, parce que malheureusement, ça ne disparaît pas tout seul. Oui, c'est clair. Non, tu fais bien de le préciser, c'est hyper important. On a le sentiment effectivement d'ouvrir la boîte de Pandore, et finalement, c'est de se dire que c'est une force de regarder ses propres vulnérabilités et ses propres faiblesses, et que ça nous permet de rebondir plus positivement pour l'avenir. Est-ce que vous avez observé d'ailleurs une évolution avant et après la crise sur les attentes des collaborateurs en termes de qualité de vie au travail ? Alors nous, pas directement, même si on l'a un petit peu observé par ricochet, si je puis dire, parce qu'on a clairement vu pendant la crise une augmentation de l'utilisation de notre outil. Parce qu'il n'y a pas, évidemment, quand une entreprise met à disposition un outil comme le nôtre pour ses collaborateurs, il n'y a pas d'obligation de la part des collaborateurs à l'utiliser. C'est quelque chose qui est mis à leur disposition, mais ils font comme ils veulent. Et on a vraiment observé pendant la crise une augmentation de l'utilisation de la plateforme. Il y avait beaucoup plus de contenu qui était consulté, on avait énormément de monde qui venait à nos conférences en ligne, le nombre de rendez-vous avec les psychologues avait augmenté, et pour certaines choses, on est resté sur ces chiffres très hauts de la crise. Alors non pas que la crise soit terminée, mais on commence à sentir que ça s'essouffle un petit peu. Et malgré tout, les personnes qui nous ont rejoints pendant la crise continuent d'utiliser l'application. Donc à ce niveau-là, on se rend compte qu'il y a eu un petit peu une évolution. Et je pense que la crise a permis aussi de dédramatiser tout ce qui tournait autour de la psychologie. Il y a énormément d'idées reçues autour de la psychologie. Si je vais voir un psychologue, c'est que j'ai un problème, c'est que je suis fou, ce genre de choses. Et je pense que le fait d'en parler beaucoup plus ouvertement grâce à la crise, il faut bien lui trouver quelques avantages. Ça a permis aux gens de dédramatiser le fait d'avoir recours à la psychologie pour aller mieux dans leur vie, que ce soit leur vie perso ou leur vie pro d'ailleurs.
Oui, et c'est savoir, accepter de demander de l'aide finalement et Exactement. c'est Mmh. ouais, c'est hyper important et peut-être d'ailleurs, en interne que les personnes apprennent aussi à être à l'écoute, des uns et des autres pour Mmh. aussi capter les signaux faibles de ceux qui oseraient pas parler, et Complètement, qui oseraient pas dire qu'ils vont pas bien alors qu'ils ont besoin justement d'avoir du soutien. Ouais. complètement. Margot, quel serait, ton rêve pour un monde du travail, plus positif, plus humain? Alors tu as un petit peu donné des éléments de réponse tout à l'heure. Ouais, je pense que mon rêve, ce serait, des personnes qui arrivent à se comprendre les unes les autres et à communiquer de manière très fluide. Je pense que c'est un vrai point bloquant, la communication au travail. Alors non pas que les gens y mettent de la bonne volonté, pas du tout, c'est juste que parfois on se comprend pas et on s'en rend même pas compte Ouais, et quand on regarde les choses avec un regard extérieur, ça semble parfois évident qu'on a 2 personnes qui ne se comprennent pas et je pense que si j'avais une baguette magique, je ferais en sorte que tout le monde se comprenne. ouais. Je pense que ça ferait évoluer beaucoup de choses. Ouais, la communication non violente peut beaucoup aider sur ce sujet d'ailleurs et Complètement, il me semble que vous avez fait un webinaire il y a quelques mois sur ce sujet qui était assez tout à fait. intéressant. Et pour Moodwork, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Alors, je crois que j'avais mis un commentaire un jour sur une publication de Benjamin Briand où je disais, vous allez toucher les étoiles. Et c'est vrai qu'on vous voit progresser. Ça montre qu'il y a aussi un vrai besoin en termes de qualité de vie au travail et d'accompagnement des salariés. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Alors là, je vais du coup me centrer, purement pôle psychologie et pôle recherche. Si on Ouais. pouvait nous souhaiter d'avoir plein de monde qui répondent à nos études parce que ça nous aide énormément et c'est important pour faire avancer la recherche, pour faire avancer la connaissance, Mmh. d'avoir un maximum de personnes qui répondent à nos études et c'est dur parfois de réussir à trouver des volontaires pour participer. Ouais. Donc ouais. Bon, j'espère que le message sera passé en tout cas. Merci beaucoup, Margot, pour cet échange. C'était super intéressant. Grand plaisir. J'espère que ça aura donné envie à toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'ici à aller creuser déjà toutes les études, livres blancs, enquêtes que vous publiez parce qu'elles sont réellement ultra riches et vraiment intéressantes. Aussi peut-être à vous suivre sur les réseaux pour rester informés des webinaires que vous faites qui sont aussi extrêmement qualitatifs. Donc, vous retrouverez tout sur le site de Moodwork. Puis surtout à ceux qui écoutaient, prenez conscience que vous avez le pouvoir d'agir sur votre propre qualité de vie au travail et vous avez peut-être la responsabilité, si je puis dire, d'aller partager cette information cruciale à tous ceux qui vous entourent parce que je pense que si on prend tous conscience qu'on peut changer les choses à notre niveau, ça peut aussi beaucoup impacter finalement le monde du travail dans sa globalité. Est-ce qu'on peut conclure comme ça? C'est très beau. Ouais, je suis d'accord. Merci beaucoup, Margot. Je te dis à très bientôt. Merci à toi et oui, à bientôt, ce sera un plaisir, de rééchanger sur d'autres thématiques autour de Oui, absolument, sur d'autres études. Et puis, pour ceux qui nous écoutent, je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me fera très plaisir et c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte LinkedIn à Julie Artis ou sur Instagram avec le pseudo Génération CHO. Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.